Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous vous partageons notre conversation avec Olivier Lallemand, le fondateur de la Brasserie du Bout du Monde. La Brasserie du Bout du Monde fête ses 10 ans cette année, c'est le moment idéal pour revenir sur ce succès local et international. Fortement engagé pour la Bretagne, Olivier nous parle avec passion des valeurs qui l'animent et qu'il souhaite transmettre via son entreprise. L'humain, le local et l'environnement. C'est l'occasion pour vous de découvrir tous les produits de la Brasserie du Bout du Monde car non, Olivier ne produit pas que de la bière. Bien sûr, toujours à consommer avec modération. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Olivier, merci beaucoup de nous accueillir dans tes locaux au Fou. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter et présenter ton activité ? Bonjour, alors je m'appelle Olivier Lallemand, donc j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et je suis donc le dirigeant fondateur de la Brasserie du Bout du Monde. Sur ton site terenes.bzh, tu décris la Brasserie du Bout du Monde comme une idée, une envie, un passe-temps qui est devenu une passion et un changement de vie. Pourquoi un changement de vie ? Alors, je suis arrivé en 99 dans l'arsenal de Brest en tant que militaire. Je n'étais pas du tout destiné à arriver ici. Je devais aller à Toulon et je me suis retrouvé à Brest, donc dans les sous-marins. Et je me suis dit, bon, je fais 6 mois là et puis après je partirai à Toulon. Et en fait, je suis tombé plus qu'amoureux de la Bretagne, donc ne pouvant plus partir. Je me suis dit, ben voilà, on va continuer l'aventure. Donc en fait, j'ai été marin pendant une quinzaine d'années. J'ai eu l'occasion de voir plein de choses différentes, des sous-marins, de la surface. Je suis parti aussi à Paris, Cherbourg, bref, un parcours de marin, on va dire typique. Et à un moment, je me suis dit, bah voilà, t'as bourlingué un petit peu partout, t'as vu plein de choses sympathiques. J'étais issu de la restauration. J'adore les produits fins, notamment tout ce qui est vin fin, bière. Et j'ai eu l'occasion, dans les différents pays que j'ai visités, de goûter des bières artisanales. Et c'est là où je me suis dit, c'est dans cette route-là que je vais aller. Parce qu'en fait, je suis en relation avec mon ancien travail, qui est toujours mon travail parce qu'aujourd'hui on a quand même un bar-restaurant et qui fait aussi boutique. Donc j'ai gardé quand même cette emprise parce que c'est plus fort que moi. Et j'ai voulu rester en contact avec ce métier parce que c'est un métier de service. Quand on travaille dedans depuis l'âge de 16 ans, c'est plus fort que nous. Donc voilà, ça fait plus de 29 ans que je suis dans ce milieu et je voulais pas le quitter. Et donc tu t'es passionné pour la bière, d'où ça te vient ? Les produits fins et aussi parce qu'en fait on va travailler le produit. On est le mélange entre la cuisine, le bar, la pâtisserie parce que c'est très précis et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc à partir de là, tout ça combiné, ça nous permet justement de travailler un produit qui est noble, qui est le grain, parce qu'on travaille sur du grain. Et puis aussi on a un panel extraordinaire, on va avoir plein de choses différentes. On peut mettre des épices, on peut travailler sur les grains, on peut travailler sur les houblons. Plein de possibilités, c'est énorme. Je veux dire, on a une palette de goûts qui est assez surprenante. Et comment on devient entrepreneur ? Parce que c'est un saut dans l'inconnu un petit peu, j'imagine, pour toi ? Plus qu'un saut dans l'inconnu. Plus qu'un saut dans l'inconnu. C'est une casquette que j'avais pas du tout vue, en fait. Et j'ai de la chance, c'est que j'ai très bien été accompagné. Parce que on sort d'un milieu militaire où on est quand même accompagné du début jusqu'à la fin, parce que la priorité, c'est la mission. Il ne faut pas se voiler la face. Donc tout ce qui va le côté administratif, on l'oublie parce qu'on a des bureaux qui sont spécialisés pour ça. Et donc là, il a fallu que je sorte un petit peu de ma zone de confort et me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller. Et puis aussi, c'est, entre guillemets, le fait du hasard. Parce que au début, on était 2, aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'entreprise, parce qu'on a aussi les arrangés, on a aussi donc la brasserie, et en tout, on est une quinzaine. Au début, on était 2. Alors, vous voyez, le delta, 2, 15, ça fait quand même, c'est assez conséquent. Et à chaque fois, il a fallu que j'apprenne. Et j'apprends encore. Et par contre, c'est très riche parce que un jour, on est sur la partie brassage, un autre jour, on est justement avec vous. Un autre jour, on est avec le comptable. Bref, on est avec plein de personnes différentes. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne s'ennuie jamais. En fait. On peut sentir que tu as mis tout ton cœur dans la Brasserie du Bout du Monde et on aimerait beaucoup connaître la genèse de ce projet. Alors, la genèse, c'était assez... à l'origine, quand j'ai créé cette entreprise, je me suis dit, on va faire petit, on va pas s'énerver, c'était une reconversion. Donc, je passais de statut militaire à civil, et je me suis dit, voilà, ça va être... je vais faire quelque chose pas très loin de chez moi, parce que j'avais pas arrêté de traîner ma valise. Donc, au bout d'un moment, ma femme m'a dit, faut peut-être penser un peu aux enfants, et puis aussi à moi. Et à partir de là, je me suis dit, je vais être à côté de la maison.
Mais en fait, je suis jamais là parce que je suis toujours parti à droite et à gauche, parce que voilà, ça fait partie. Rien ne change. Mais à côté de ça, c'était parce que c'était une passion, c'était quelque chose qui était viscéral. Je ne voulais pas faire quelque chose où je ne pouvais pas apporter mon empreinte, ma patte, même si aujourd'hui je suis entouré de personnes qui travaillent avec moi, et c'est important. On essaie toujours d'apporter ce côté, la petite patte, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis ça, c'est important. Après, derrière, c'est à ma petite échelle, hein. Je ne suis pas un grand industriel, je suis pas... Et puis, le but du jeu, c'est aussi de rencontrer des gens, se faire plaisir. C'est surtout ça qui est aussi intéressant. Il y a 3 thématiques qui sont a priori très importantes pour toi, puisqu'on en a parlé naturellement avant l'enregistrement du podcast, quand on préparait le set et puis quand tu nous as fait visiter ta brasserie. C'est l'humain, le local et le respect de l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces valeurs sont importantes à tes yeux ? Alors, l'humain, parce que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. C'est une devise que j'ai un jour entendue et que je reprends régulièrement, parce que si on fait attention aux personnes avec qui on travaille et qui nous entourent, automatiquement ça rejaillit sur le travail et on fait un travail de qualité et justement on va tendre vers quelque chose de sympathique. Et puis aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je fais attention aux personnes avec qui je travaille parce que, comme je leur dis, je vous ai eu jeune et je veux vous garder le plus longtemps en bonne santé. Donc, on fait attention aux uns et aux autres. Par exemple, tout ce qui est équipement de sécurité, on fait attention que tout le monde les porte bien parce qu'on a un métier qui est dangereux, il ne faut pas se voir la face. Ouais. Parce qu'on peut se trouver avec un pied écrasé, des problèmes de surdité, des produits dans les yeux, des brûlures, etc., etc. Donc, on fait super attention à ça. Et les uns et les autres, attention, et c'est pas pour aller en guéronder quelqu'un, c'est surtout pour la protéger, en fait. Et on se protège. Et puis aussi, on est assez corporate, en fait. Bon, là, on peut pas me voir, mais je suis habillé le bout du monde. Je confirme, des pieds à la tête. Et toute mon équipe est comme ça parce que, justement, c'est aussi c'est un esprit de groupe. Et ça, mine de rien, c'est super important pour nous parce qu'on fait comme partie d'une écurie, en fait. Donc voilà, sur le côté humain. Côté aussi environnemental, comme je dis toujours, on nous a donné un bout de caillou qui s'appelle la Terre, et essayons de la transmettre à nos enfants dans le meilleur état possible. Et là, aujourd'hui, elle n'est pas très très belle, notre pauvre Terre, donc il faut qu'on s'améliore. Donc là, on travaille énormément là-dessus dans l'entreprise, sur le côté environnemental, le traitement de nos déchets, les économies d'énergie. On a plusieurs items sur lesquels on travaille fortement, et pour nous, qui sont vraiment primordiaux, et toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les personnes qui travaillent dedans, mais aussi, on regarde aussi nos fournisseurs, parce qu'on travaille par exemple sur le bio avec la Materie de Bretagne, dont la brasserie est actionnaire et je fais partie des fondateurs. On travaille aussi sur les lavages des bouteilles avec Distro, dont j'ai créé l'association il y a maintenant 7 ans, et j'ai redonné le bâton à Antoine, qui est en train de la développer. Donc c'est pour ça aussi, le but du jeu, c'est de relaver les bouteilles pour éviter d'extraire du sable et supprimer du sable sur les plages. Donc c'est plein de petites choses comme ça. En fait, c'est la politique du petit pas. Mais le petit pas fait qu'on avance. Et in fine, on y arrive. Et tu as aussi mis en place une politique de consigne de bouteilles en verre dans ce même but. Dans ce même but, parce que justement, c'était une demande forte de nos clients. Aujourd'hui, on travaille sur la 75 centilitres, et notre vœu avoué, c'est d'arriver jusqu'à la 33. C'est compliqué, parce qu'en fait, c'est des systèmes de lavage, des systèmes de surcoût, il ne faut pas le voir à la face, c'est aussi une question économique. Et il faut prendre tout ça en main et se dire, attention, combien ça va nous coûter pour pas trop charger le client final. Mais bon, à côté de ça, il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. Tu disais que c'était une demande de tes clients ? Oui. En fait, quand j'ai créé l'association Distro, qui maintenant est reprise, donc là, je ne suis plus du tout Distro, attention, que je ne tire pas la couverture vers moi, c'était qu'en fait, à l'époque, en 2014, je tenais le lieu de vente. Et en fait, on avait des bouteilles avec des bouchons mécaniques. Et le client disait, mais vous les récupérez pas, vous les récupérez pas. Et puis, moi, je dis, il faut faire quelque chose, parce que là, je fais une centaine de demandes. Et c'est au fait d'être plus proche du terrain, ça nous permet aussi d'avoir cette résonance. Et là, je me suis dit, allez, il faut y aller, il faut qu'on le fasse. Et donc, j'ai rencontré Patrick Créa, qui est maintenant à la retraite, qui m'a aidé dans cet acte de créer l'association, de faire des choses. Et après, derrière, donc, on a redonné le dossier donc, à Antoine, qui travaillait avant comme directeur des affaires financières pour la Fondation Abbé Pierre, et qui a repris la chose en main. Et là, ça y est, ils sont en train de créer une SIC, donc j'espère faire partie des fondateurs, s'ils me veulent encore de moi. Voilà, pour développer la chose. Sur la brasserie du Bout du Monde, tu mets particulièrement l'accent sur le local.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors le local, pour nous, c'est important parce qu'on va travailler au plus proche de notre brasserie. Je parle par exemple, d'un agriculteur deux agriculteurs qui sont à côté de chez nous, Thierry et Emmanuel. Donc Thierry a des angus, Emmanuel des cochons. Et par exemple, nos déchets, on les revalorise en donnant cela aux agriculteurs pour qu'ils puissent les donner à leurs animaux. Et c'est important parce que nous, ça nous permet de valoriser quelque chose. Donc là, on est vraiment sur un circuit court environnemental très fort. Ça veut dire qu'on a transformé un déchet en quelque chose de valorisé qui va servir à des gens qui sont dans un rayon de 5 km. C'est énorme. Je veux dire par là, c'est que pour nous, c'est plus qu'intéressant, c'est primordial. Ça a aussi fait vivre l'économie locale parce que justement, on transforme un produit qui aurait dû partir à la méthanisation. Je n'ai rien contre la méthanisation, mais autant la donner aux animaux. Et les levures, par exemple, aux cochons, et je peux vous dire que les cochons sont contents parce qu'il y a un petit peu d'alcool, donc ils ont une superbe vie, les cochons. Et pour venir aussi au local, je prends l'exemple, on travaille avec une entreprise de cartonnage qui sont dans le 22. La personne qui nous vend nos bouteilles est dans le 35. On va aussi travailler avec la malterie de Bretagne, dont la brasserie fait partie des membres fondateurs et sociétaires. Là, on vient juste de travailler, de faire entrer des houblons bretons finistériens. Donc là, on est vraiment dans une cible, Finistère Nord, avec Guillaume. Et puis, c'est des rencontres aussi. C'est des gens qu'on voit. Et ça, si c'est pareil, on parlait tout à l'heure du côté humain, ça n'a pas de prix. Parce que s'il y a quelque chose, si j'ai un problème sur le produit, je n'ai personne droit dans les yeux. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on a quelque chose de qualitatif. Et des gens font attention à ça. On a découvert sur ton site qu'en plus de fabriquer de la bière, tu fabriquais également de l'eau-de-vie de bière et du vinaigre de bière. On ne connaissait pas du tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux produits ? Alors, on va commencer par le vinaigre. En fait, on a de la chance, on fait partie du Collège culinaire de France depuis maintenant 3 ans. Et un jour, j'ai un restaurateur qui me dit « Tiens, tu fais pas du vinaigre comme les cidriers ?» Non. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, on avait un fond de cuve sur lequel on s'était trompé de levure. Ça n'était arrivé qu'une seule fois. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que c'était pas du tout le goût qu'on voulait. Et donc en fait, on a créé une partie en vinaigre pour faire un essai. Donc on l'a envoyé à un vinaigrier. Et on a créé la Penform. Parce que justement, c'est un petit peu la bêtise de Cambrai de Térénèse. Où là, justement, on s'est dit, on va pas l'acheter. Et en fait, on a envoyé cela, pour une partie, faire du vinaigre. Qui est aussi, par exemple, on travaille avec l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu, avec Noël Corps et son frère Tanguy. Et justement, ils trouvent ça super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver. Le vinaigre de cidre, on le retrouve quand même assez. Le vinaigre de vin, c'est commun, mais le vinaigre de bière, ça existe très peu. Donc on a fait cela. Et la Penform, on l'a créé aussi justement avec cette cuve qui ne fonctionnait pas. On s'est dit, on va essayer. Et puis, en fait, il y a eu un engouement. Et aujourd'hui, le produit est reconnu. Et gustativement, est-ce qu'on retrouve les caractéristiques de la bière ? Nullement. Et c'est ça qui est intéressant. Et justement, on en joue parce qu'on maintenant fait on a fait des vieillissements en fût et en contenu des whisky. Et on va travailler le produit, en fait. Et là, on a vraiment quelque chose gustativement complètement différent. Et puis aussi, à côté de ça, à la demande de certains cafés, hôtels, restaurants, on travaille sur des cocktail blends, en fait, des bases de cocktails sur lesquels on a travaillé et qui sont après derrière mixés soit dans la bière ou soit avec des jus, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi ce que je vous disais, c'est une grande cuisine en fait qu'on fait quoi. Je suis pas gastronomique, attention, on s'en fout. Mais je veux dire, c'est vraiment, on ouvre le champ des possibles. Et si je peux rebondir, on travaille aussi sur des pâtés par exemple, pâtés avec la maison Legrand. On va travailler avec des saucissons, on a même maintenant du shampoing du solide à la bière de Térénèse. Effectivement, ça s'élargit beaucoup. Exactement. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes bières ? Alors nous, on peut retrouver nos bières dans les épiceries fines, dans les caves, chez des charcutiers traiteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je reprends la maison Legrand parce que c'est des personnes qui m'ont vraiment accompagné au début. Olivier et Tiffaine Legrand, c'est parti de nos 50 premiers clients. Et puis, on fait du pâté avec eux. On a fait une vidéo ensemble avec Finistère Tourisme, il me semble. Bref, on fait plein de choses ensemble. Et puis, c'est intéressant parce que il y a des connexions. On va travailler aussi avec des biscuiteries, des associations et des locaux. Et voilà, on est vraiment sur le Finistère, sur la Bretagne, principalement. Sur ton site, tu n'as pas de vente en ligne. Est-ce que c'est un projet ? Alors, c'est un projet, mais j'ai pas envie de cannibaliser les clients de mes clients.
Donc, parce que ça sera un petit peu dommage quand même. Et on est en train de travailler là-dessus, mais le but, c'est que les expatriés bretons, qui sont loin de notre terre... Et qui sont nombreux. Puissent profiter de cela. Et on est en train de réfléchir à cela. Après, derrière, on a beaucoup à faire sur le territoire. Mais c'est dans les cartons. La brasserie a gagné 40 prix pour la qualité de son artisanat, y compris à l'international, comme à Miami ou au Japon, et plusieurs médailles d'or. Quels facteurs ont contribué, selon toi, à un tel succès ? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le travail d'équipe. Il n'y a pas de secret. Et si on va faire ces concours, c'est pas pour dire on est les meilleurs, on est les plus beaux. Ça nous permet déjà de se dire est-ce qu'on est dans le vrai par rapport à nos produits. Et puis aussi, c'est plaisant quand on arrive, on annonce à toute l'équipe, que ce soit la personne qui est en cuisine, même si elle fait partie de l'équipe, elle fait partie de l'entreprise, à la personne qui est au secrétaire, etc. En fait, c'est toute une chaîne. Et quand on va chercher un prix, on se dit c'est le résultat de nos efforts. Et ça fait partie, comme je dis, tout seul, je ne peux rien faire. On est vraiment une équipe. Et c'est important pour nous. Donc, Et comment a été accueilli ton artisanat qui est teinté d'une aura régionale dans ces concours parfois internationaux ? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais le but aussi, c'est que ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a toute une population derrière. Je veux dire par là, c'est que le territoire a récupéré la brasserie pour elle. Et c'est plus ma brasserie, c'est la brasserie du bout du monde. C'est la brasserie du Finistère, c'est la brasserie de la presqu'île de Crozon. Et les Crozonnais et toute la presqu'île de Crozon, Carmera et toi, entre autres, sont contents de se dire ça fait partie de notre territoire, ça fait partie de notre petit bout de Finistère, en fait. Et plus globalement, les Bretons se sont appropriés la brasserie, non ? Puisque c'est une des terres où il y a le plus de microbrasseries en France. Oui, tout à fait. En fait, on a de la chance, c'est qu'on a commencé très tôt. On a commencé fin 2013, début 2014. Donc, dans 2 ans, nous avons fêté nos 10 ans. Donc, c'est sympa. On est en train de réfléchir déjà dessus. et donc, dans le paysage, on était un petit peu des extraterrestres parce que, il y avait des grandes brasseries bretonnes, institutionnelles, et je les félicite parce que il fallait faire ce qu'ils ont fait quand même. Et nous, on est arrivés un petit peu dans la seconde vague. Et les gens se disent, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ils ont goûté, et en fait, c'est le goût qui a fait que les gens ont adhéré à nos produits. Et à partir de là, c'était lancé. Et qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Parce que la Bretagne, c'est pas traditionnellement une terre de bière, si ? Oui, c'est une terre de bière. Pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. On a les Anglais qui sont en face de nous, même si... pour des raisons maritimes, on s'apprécie guère. Je n'ai rien contre les Anglais, vous êtes les bienvenus. On a donc cette tradition, on n'a pas de vin aussi sur notre territoire. Donc de là, s'il n'y a pas de vin, il faut trouver, entre guillemets, autre chose. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'on est un peuple de navigateurs. Donc de là, l'eau, on ne peut pas la mettre sur un bateau, c'est impossible, parce qu'elle croupit, elle pourrit, et in fine, on devient malade. Donc il faut des produits qui sont fermentés. C'est pour ça que sur les bateaux, à l'époque, c'était soit du vin, soit de la bière, ou des produits qui étaient distillés. Il y avait très peu d'eau, que ça rendait les gens malades. Et donc, c'est une tradition. Et puis, il ne faut pas se voir la face. On a un bridge aussi, je parlais d'Angleterre, mais principalement avec l'Irlande, qui est aussi un grand peuple de bière. Et il faut savoir que par rapport aux chiffres, la consommation moyenne d'un Français est de 33 litres, et la consommation moyenne d'un Breton est de 43 litres. Voilà. Donc, on fait encore figure de bons ou de mauvais élèves selon comment on voit les choses. Avec modération. Avec modération. Merci. Tout à fait. Je l'aurais dit. Tu es membre du syndicat national des brasseurs indépendants. Quel état des lieux peux-tu nous faire du monde de la bière artisanale en Bretagne, et en particulier suite à la crise sanitaire ? Alors, la crise sanitaire a révélé plusieurs choses. Que notre territoire, déjà, est un territoire qui est fort, qui sait, entre guillemets, renaître de ses cendres et qui n'a pas peur. On a été chahuté, il ne faut pas se voiler la face. 2020 a été un peu compliqué. Mais il y a eu un élan de solidarité par rapport aux personnes qui nous entourent, nos clients les plus fidèles. Et j'aime pas dire clients, je dirais plutôt des personnes qui nous accompagnent. Et ça, parce qu'un client, c'est je donne un produit, je m'en fiche, voilà, terminé. Alors que nous, vous venez boire un verre chez nous, manger un morceau ou acheter de la bière, vous soyez PDG ou vous soyez ouvrier, vous serez accueillis de la même façon. Et c'est ça aussi, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien m'arrêter de temps en temps, discuter avec les gens, et n'importe qui, et c'est intéressant pour nous. Donc pour venir à cela, l'économie a bien résisté, on a des nouvelles créations qui se font aujourd'hui, et on passe la vague. Il y a quelques difficultés économiques, il y a eu des soutiens financiers, il ne faut pas se voiler la face, mais on est une région aussi de fidèles. J'ai l'impression que c'est que les gens
On est du territoire. Si on veut faire vivre le territoire, il faut consommer local. Et ça, c'est une empreinte qui est très très forte. On le sent. Hein. Là, je retire complètement ma casquette de la brasserie du bout du monde. Je parle au nom du syndicat national des brasseurs indépendants. On voit qu'il y a eu sur tout le territoire, mais aussi fortement sur la région de Bretagne, vraiment une empreinte de consommer local. Et pour toi, comment s'est passée cette période pour la brasserie du bout du monde ? Alors, 2020, ça a été assez particulier parce qu'en fait, on venait juste de déménager, on venait juste d'avoir 2 outils et ouvrir un bar-restaurant. On avait Pile poil. On avait tout, la totale. Donc, mais par contre, on a limité la casse. 2021 a été très bon parce que justement, on a réfléchi sur notre modèle économique, on s'est dit comment on va faire pour s'en sortir. Et puis, comme je dis, la fidélité de nos clients, il n'y a pas de secret. Quand les gens aiment bien un produit, ils retournent. Et puis on a fait le gros dos le temps que la tempête passe. Et puis voilà, quoi. Et je repars là-dessus. J'ai une équipe avec moi qui a vraiment été solidaire, qui était à mes côtés. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Tu le disais tout à l'heure, tu as commencé l'aventure il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans cette expérience ? À la fois l'expérience brassicole et l'expérience entrepreneuriale. Déjà, bien se former. Aujourd'hui, c'est une obligation. La formation, on parlait tout à l'heure du syndicat national des brasseurs indépendants. Aujourd'hui, il y a des guides pour ça qui sont remis aux futurs brasseurs. Donc c'est important. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est nombreux sur le marché. Donc on a moins le droit à l'erreur que nous. Quand moi j'ai commencé, on avait le droit à l'erreur. Il y a à peu près 200 acteurs, hein, c'est ça ? Oui, actuellement c'est ça. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, au mois de janvier, il y a eu 128 nouvelles créations de brasseries en France. Oui, donc là, il y a du panel. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas avec un produit qui est fini, correct, et puis aussi qui sort, entre guillemets, un peu du lot, qui est un peu original, voilà. Faire de la bière pour faire de la bière, aujourd'hui, c'est facile. Mais faire de la bière et aussi continuer à avoir une qualité de produit constante, ça, c'est plus difficile. Et aussi avoir quelque chose de démarquant par rapport à ses confrères. Et puis, que ça se passe bien entre nous, surtout ça, le plus important. Parce qu'on a un métier qui est super sympa et généralement, il y a vraiment une super ambiance. Est-ce que tu participes toujours à l'élaboration des bières ou est-ce que tu as recruté des brasseurs pour effectuer cette tâche et plus y toucher ? Ah non, le R&D, non, ça fait partie de mes gènes, on va dire. Alors, j'ai un brasseur, Étienne. Là, on est en train de on va former 2 autres personnes en fait qui sont à l'embouteillage. Le but du jeu, c'est peut-être très polyvalent pour justement que les personnes ne s'embêtent pas sur leur poste. Et à côté de ça, donc, quand on crée une recette, je vais mettre ma patte, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on goûte une terrenaise, il faut quand même qu'il y ait une continuité par rapport au produit qu'on a fait. Et c'est plus fort que moi, c'est le produit, c'est le cœur du réacteur, on va dire. Tu décris la brasserie du bout du monde comme bretonne, mais ouverte sur le monde. Les bières de Terrenès sont distribuées à 80% dans le Finistère et vendues dans le reste de la France grâce notamment au comptoir irlandais. Est-ce que tu as pour ambition de montrer le savoir-faire de la brasserie à l'étranger, autrement que par des concours, en t'y implantant durablement ? Alors là, on a eu la crise qui nous a secoué parce que pour des problèmes de logistique, etc., c'est assez compliqué. On fait un salon au mois de mai en Allemagne, à Düsseldorf. On a aussi envoyé plusieurs palettes à l'étranger, Taïwan, Luxembourg, Roumanie. Voilà, on a déjà commencé à travailler à l'international. Après, je ne vous cache pas que la crise qu'on a rencontrée nous a vraiment freinés parce que s'il n'y a pas de déplacement, s'il n'y a pas de contact avec les gens, on le voit et le business ne se fait pas. Donc là, justement, on commence à ressortir sur des salons internationaux et c'est reparti. Après, derrière, c'est une aventure. Hein. Peut-être que l'aventure s'arrêtera rapidement, peut-être que ça prendra. C'est l'avenir qui nous le dira. Quel message souhaiterais-tu transmettre aux gens qui te suivent dans ton projet, collaborent avec toi et croient en la brasserie ? Déjà, un grand merci. Un grand merci du soutien, tout le long de l'année, tout le temps, que ce soit le monde associatif, parce qu'on les oublie beaucoup, mais les associations, c'est un super maillage dans le Finistère, en Bretagne. Je tiens vraiment à les remercier parce que y a toujours un petit mot de soutien, il y a toujours un accompagnement, toujours une fidélité. Et puis, continuer à nous soutenir. Et quels sont tes prochains projets ou défis ? Défi, continuer sur notre réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est vraiment un des défis majeurs que je veux vraiment continuer dans l'entreprise. Parce que justement, comme je vous disais, le but du jeu, c'est produire quelque chose de qualité avec le moins d'impact environnemental possible.
Et puis aussi continuer à développer des nouveaux produits avec une équipe qui se développe aussi, parce que comme je disais, de 2 à 15, ça se structure. Et puis après, derrière, il faut me laisser un petit peu de teasing, donc je ne vais pas tout dire. Et les produits sur quelle gamme ? Est-ce que c'est sur toutes les gammes que vous travaillez ou sur certaines en particulier ? On travaille sur toutes les gammes. On travaille, par exemple, là, on est en train de travailler sur la Penfolds, on a des choses qui sont en vieillissement. On travaille aussi sur les bières parce que c'est plus fort que nous. Comme je dis, artisan, il y a art. Donc si on ne crée pas, si on ne développe pas, ça va nous piquer et c'est plus fort que nous. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai une équipe avec qui ça tourne énormément sur la partie brassage, on a du temps et ce temps-là, on le met à profit pour pouvoir développer des choses. Et puis c'est plus fort que nous parce qu'on dit tiens, j'ai vu une nouvelle levure, qu'est-ce que t'en penses ? Et on en discute. On écoute pas mal justement de podcasts, des choses comme ça. On dit, tiens, j'ai entendu ça. Et puis voilà, travailler sur la qualité de nos produits, toujours pousser. Le but, il est là, quoi. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Ici, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Dans 5 ans, un développement sur la région, toute la région de Bretagne, forte, avec mon équipe, mais justement qui aura grossi. Avoir quand même toujours connaître le nom des personnes, faire le tour justement de l'entreprise en dire bonjour à tout le monde, parce que pour moi c'est important. Et puis travailler sur plein de nouveaux produits parce que on a plein d'idées en tête. Ce que je dis, c'est que plus on est moteur, plus les gens s'impliquent, et plus les gens s'impliquent, puis tiens, j'ai vu ça, et ça fait boule. Et puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que j'ai des fois des personnes qui sont dans les bureaux qui vont parler de la production, des personnes qui sont dans la production qui vont parler des bureaux. Et puis le but du jeu, c'est qui est toujours cette synergie entre les deux, quoi. Si tu devais convaincre un non-breton ou une non-bretonne de venir travailler en Bretagne et d'y faire sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, si vous voulez aller dans un bureau ou être brasseur et finir votre journée à faire du bodyboard ou du surf après votre travail, venez chez nous. C'est un super argument. Et je l'ai fait, c'est pour ça que je le dis. Merci beaucoup pour tes réponses. On va passer aux questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors, j'ai plusieurs endroits. J'en ai un que j'affectionne beaucoup parce que là, j'ai demandé ma femme en mariage. C'est le site de Térénèse. Alors, c'est pas le site de Térénèse exactement. C'est Taros-Noën. On a vu sur les monts d'Arrée. Alors, je suis désolé, je connais pas le lieu, mais je sais très bien où est-ce qu'il est. On a un belvédère à Taros-Noën qui est magnifique. Et aussi à Térénèse. Parce que Térénèse, vous allez là-bas, vous avez une certaine quiétude. On a l'impression que le temps s'est arrêté. En plus, on ne capte pas. Donc, c'est super pour moi, parce que comme ça, je n'ai pas de coup de téléphone. et voilà, il y a cela. Et puis après, derrière, naturellement, la presqu'île de Crozon. Parce que la presqu'île de Crozon, on l'a mis sur notre logo. C'est vraiment notre endroit. Je ne vais pas tous citer les endroits, mais je suis régulièrement sur Pen 13. Alors, vous allez me dire, oui, ce n'est pas la presqu'île de Crozon, mais voilà. À Tétruc-sur-Mer, sur Vérillac. Bref, il y a tellement d'endroits magnifiques dans le coin sur cette presqu'île. Pour moi, c'est un petit joyau qui est protégé et il faut qu'on garde ce beau joyau. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Alors, justement, ce matin, je réfléchissais à cette question. C'est pas des bêtises. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi qu'être breton ? Alors, moi, je suis un expatrié, donc je pense que vous l'avez compris. Il y a une phrase qui m'a été dite, on n'est pas breton, on le devient. Non, mais c'est important. J'entendais un accent chantant du Sud à l'instant. C'est vrai, moi non plus, je ne suis pas réellement bretonne. Mais en fait, il y a plusieurs valeurs. La valeur, justement, de la famille, parce que ici, c'est ancré. C'est vraiment quelque chose de très fort. Famille-clan. Alors, je ne veux dire pas clan, c'est aussi les amis proches. Dès qu'il y a un problème, on se recentre sur premier et deuxième cercle. C'est vraiment important. C'est le travail, une valeur travail qui est extrêmement forte ici. On le voit pas beaucoup, parce que moi j'ai l'occasion de voyager, de voir des gens à droite et à gauche. Et pour nous, il y a une fierté du travail. Et ça, c'est fort quand même. Et la fête aussi. Ce qui n'est pas négligeable dans ton activité. Tout à fait. Et pour finir, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? Ou les entreprises ? Alors, il y en a plusieurs. Les entreprises, on va avoir... alors, je fais un peu un grand écart. Folenco, un ami de longue date, Tanguy...
Vous connaissez Tanguy Le Bihan ? C'est pas la première fois qu'on nous le cite. Donc il faudra qu'on aille le voir. Pour moi, Falenco, ça représente un renouveau technique, un renouveau industriel dans le paysage finistérien. Et on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à remonter ces chiffres au niveau de l'industrie et montrer aussi qu'on peut faire des belles choses, faire des choses techniques vraiment intéressantes. Et en plus apporter un petit peu de fun dans ce qu'on fait, quoi. Donc c'est un peu une combinaison de plusieurs choses. Et Grain de Sale, parce que Grain de Sale, c'est pareil, ils ont un côté environnemental qui me plaît, parce que justement, là on va faire partie des coques verts, ils en font partie aussi, du fait de transporter leur cacao à la voile, d'avoir cette démarche aussi, de dire de faire attention aussi, pareil, à leur environnement de travail, etc. C'est des choses qui collent avec nous, quoi. Donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur Grain de Sale, il vous suffit d'aller écouter l'épisode de Plein Phare qui leur est consacré. Je savais pas. Merci beaucoup Olivier d'avoir participé à cet épisode de Plein Phare. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux redonner l'adresse de ton site internet et éventuellement les réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent vous retrouver ? Alors www.leboutdumonde.bzh et nous sommes sur Facebook et Insta. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Un grand merci à Olivier qui nous a partagé les coulisses de la brasserie du bout du monde et son attachement à la Bretagne. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Olivier, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de la brasserie dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!